Allez, c'est maintenant. Faut qu'elle prenne la mêlée là. Elles vont prendre la pénalité. On va plutôt prendre la mêlée. Toutes les énergies du sport nous rassemblent. C'est le moment de se retrouver devant votre programme avec Total Énergie. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Kick-Off Rugby. On fait corps ensemble pour rentrer dans le week-end. Émission disponible sur toutes les plateformes de podcast, sur Apple Podcast désormais, sur YouTube, sur rugbyra.fr et puis évidemment sur viaoccitanie.tv. On est ensemble pendant près d'une heure. On va parler de Ronan O'Gara qui souhaiterait être, qui a émis l'idée du moins d'être sélectionneur du 15 de France. On verra si on est pour ou contre cette hypothèse. On va parler du jeu au pied de Camille Lopez et de l'Aviron Bayonnais. Et puis comme d'habitude, les pronos et les jeux avec Basile. Avec moi aujourd'hui en plateau, Maxime Gutiérrez, comme d'habitude, toujours là, d'émission en émission, il bouge pas. Fidèle au poste. Toujours là, et puis toujours aussi bon d'ailleurs. Monsieur, ça c'est après. C'est pas moi le puis dire. avec lui, vous pourrez le voir sur le Vieux-Port en slip samedi, puisque Levani Botia va célébrer sa 200e, son joueur préféré. Donc voilà, c'est ici que vous pouvez le retrouver ce week-end. Paul Arnoux avec nous. Salut Paul. Salut Théo, salut Max. Heureux d'être ici, heureux d'être parmi vous. Heureux ? Heureux, oui. Profondément heureux ? Non. Ça commence, moment. Non, ça va. Je me suis réveillé un peu de mauvaise humeur ce matin. Il n'a pas pu faire son sport, il m'a dit. J'ai pas fait mon sport. Oui, parce qu'attention, Paul. Maintenant, je suis devenu un adepte de Strava, là. Ah ouais. Ah oui. Ah ouais, là, c'est bon, c'est mon nouveau Instagram à moi. C'est vrai. Je mets des photos, je mets des petits commentaires. Des kudos. Tu lâches des petits kudos. Ouais, j'ai une Apple Watch pour tout vous dire qui n'est pas la dernière génération. Et ça court comment en ce moment ? Parce que ma famille n'a pas daigné me prendre la dernière Apple Watch. Le message est lancé. Mais du coup, je n'arrivais pas à connecter sur Strava. Enfin, je me suis pris la tête ce matin, donc c'était un peu l'enfer. Mais je suis heureux d'être là. T'es pas rugby satisfait de tes perfs ? Oui, ça va. On pourra faire une spéciale marathon si tu veux, un de ces quatre. Ouais. T'as le com entre ici et la rédac, c'est toi qui détiens t'es le King of Mountain. Ouais. T'as le meilleur. Ne parle pas trop anglais, par contre. Pardon. Ouais, c'est un peu limite. Non, mais ça progresse, tu vois. Je sens que physiquement, mieux je me sens un peu mieux, tu vois. Je commence à reprendre un peu du poil de la bête. Summer body incoming. Alors oui, mais il me reste encore quelques. C'est vrai que pour une fois, j'ai bien pris suffisamment à l'avance pour essayer de pas trop être ridicule, parce qu'en plus après derrière. Et non, ce goinfre de M&M's derrière. Bien sûr, il se goinfre aussi. Et puis j'ai quand même un physique de chausse-pied, donc il faut quand même éviter sur les plages. On l'a lu dans les commentaires. On l'a lu dans les commentaires. Pour ceux qui ne le savent pas, voilà, on a d'autres émissions. On a notamment une émission à 3e mi-temps, et puis Paul s'est fait qualifier de physique de chausse-pied, ce qui est une insulte hyper originale. Oui, bravo à celui qui l'a trouvé. On loue quand les insultes sont gratuites, c'est un peu gênant, mais quand elle est comme ça, elle est justifiée, originale. Franchement, on aime beaucoup. Oui, et puis il faut encourager tout ce qui est insulte sur les réseaux sociaux, tout ça, c'est. N'hésitez surtout pas. C'est quand même notre époque et c'est bien. Bravo à tout le monde qui. Le coup de gueule pour commencer, c'est merveilleux. Un compte anonyme, c'est bravo à vous. Bravo. C'est esprit. Il a mon polo. Bien sûr, ça va être. Vous avez manqué ou pas ? Masterclass, évidemment. Loïc a été très bon la semaine dernière, petite pression. J'ai pas trop trouvé, moi, pression. À titre personnel. C'est pas les retours que t'as eu. Est-ce qu'on passe au discours d'avant-match, messieurs ? Ah bah oui, on attend que ça. Nous, à chaque fois, tous les jeudis, quand on enregistre, on attend que ça. J'essaie de vous rendre heureux. Merci. Le discours d'avant-match. Et si elle le faisait ? Et si le Six Nations traversait la Manche pour la première fois depuis 5 ans ? Et si elle le faisait ? Et si cette fois, c'était des filles en bleu qui soulevaient le trophée ? Et si les larmes changeaient de camp ? Et si nos bleus faisaient tomber les Anglaises, que l'on dit parfois imbattables ? J'ai envie de rêver. Alors fermons les yeux. Imaginez un peu ces scènes de liesse, de joie, de bonheur, appelez ça comme vous voulez. Imaginez le banc se lever au coup de sifflet final, se lever, courir, s'embrasser. Imaginez, merci Paul de fermer les yeux. Imaginez les joueuses lever les bras en l'air, des joueuses épuisées, éreintées par un combat de 80 minutes parce que la victoire sera passée par là et parce qu'elle sera méritée. Continuez de fermer les yeux. Paul, Max, continuez de fermer les yeux. Imaginez le stade Chavandelmas en fusion. Imaginez les supporters entonner d'une seule voix la Marseillaise. Imaginez les confettis dans le ciel exploser au moment où nos Françaises soulèvent le trophée. Ça a de la gueule un petit peu, non ? Ah, ça a de la gueule, hein. Moi, j'y crois. Et puis pour ceux qui n'y croient pas, c'est maintenant qu'il faut prendre le wagon parce qu'après, ce sera trop tard. Alors samedi à 17h45, tous au stade ou devant sa télé parce que j'en rêve et elles vont le faire. Notre équipe de France va taper les Anglaises et faire le grand chelem. D'abord, à nous de faire le boulot,
bonne émission pour rentrer plein fer dans le week-end. Ce week-end rugby qui peut être historique. Ah, c'est beau. Waouh. Ah, on a envie que de ça là. Franchement, du Victor Hugo. On en rêve là. Ça, là c'est... Oui, bon, c'est moi qui l'ai tout appris, hein, tu sais bien. Ouais, je pense que t'as un vrai talent d'écriture, hein. Ouais. Une vraie plume. C'est un peu gênant le foutage de 1. Non, du tout. non, mais c'est vrai. On peine à y croire quand même. On a envie d'y croire. Non, on peine à y croire. Par contre, ça c'est l'objectif, on a envie d'y croire. Ah oui, clairement. Moi, je suis persuadé que cette année, elles peuvent le faire. Hein. Franchement, ça fait l'année dernière, elles ont fait une petite remontada, elles ont échoué à peu. À la Coupe du Monde 2022, elles perdent 13-7, elles sont pas loin. Il y a un ascendant psychologique qu'il faudra gommer. Ah oui. Mais j'ai tendance à croire que cette équipe de France, à la maison, tu l'as dit, Chaban va être plein. Ça va être énorme. Ambiance, c'est le moment jamais. Quoi. Ouais, c'est vrai. Il faut mettre fin. Après, toutes les séries sont faites pour avoir une fin. Donc c'est bon, on a assez perdu face aux Anglaises. Donc là, c'est le moment. Quoi. C'est le moment pour le rugby français qui a connu une année 2023 pas évidente. Celui-là, aux armes citoyennes, la une de Midi Olympique. La une de ce vendredi. Aux armes citoyennes. On est tous derrière les Bleus. Ouais, clairement. Évidemment, on aura l'occasion d'en reparler dans les pronos. C'est l'événement. Dans le Money Time en fin d'émission. Avant ça, on va partir au cœur du ruck. On va parler de l'équipe de France un petit peu, mais de l'autre équipe de France masculine, dans le cœur du ruck. Kick-off rugby au cœur du ruck. Comme je le disais, il y a un homme qui a fait un petit peu l'actualité cette semaine, c'est Ronan O'Gara qui était invité du Super Moscato Show. Et le manager de La Rochelle, il a tout simplement dit qu'il voulait gagner quelque chose, que ce soit avec la France ou l'Irlande. Alors comment l'interpréter ? C'est une sorte d'appel du pied pour rentrer du moins dans la discussion pour devenir le futur sélectionneur des Bleus, que ce soit en 2027 après la Coupe du Monde et après le mandat de Fabien Galtier, ou même avant, si jamais il y avait de mésaventures pour l'actuel sélectionneur des Bleus. Tout simplement, O'Gara à la tête du 15 de France, bonne ou mauvaise idée ? Là, tu te tournes vers moi. Vers le supporter rochelais. On va se tourner d'abord vers Paul, qui a des origines rochelaises. En tant que supporter rochelais, j'ai envie de te dire non. C'est une mauvaise idée. J'ai envie qu'il conserve son poste à La Rochelle. T'as pas envie que ton manager quitte ton club, surtout pour prendre l'équipe de France. T'as toujours envie de gagner avec lui. Après, sur le fond... Tu mets La Rochelle au-dessus de l'équipe de France ? Si tu veux que le meilleur soit en place, tu le veux plutôt à la tête de l'équipe de France. Alors ça c'est un autre débat qu'on pourrait avoir. Tout aussi intéressant. Tout aussi intéressant pour qui on vibre le plus entre l'équipe de France et le club. Je pense que les gens dans les commentaires seront pas forcément tous pour l'équipe de France. Il y a de tout. Il y a de tout, ça dépend. Après, sur le débat en lui-même, etc., moi je trouve que c'est pas forcément une mauvaise idée. En tout cas, je trouve qu'il y a quand même, on le sait, c'est particulier, la France, il y a un contexte particulier, tout sport confondu, il n'y a jamais vraiment eu de sélectionneur étranger, donc ça dépasse même le rugby. Tu vois, c'est vraiment un débat qui est presque politique et qui concerne vraiment toutes les fédérations. Mais une fois que tu as dit ça, force est de constater que les autres équipes, ça a marché, les autres nations qui sont quand même restées des nations fortes. Je ne pense pas que l'Irlande est devenue anglaise, je ne pense pas qu'avant l'Irlande était devenue néo-zélandaise. Donc ça montre bien que tu peux conserver ton identité avec un sélectionneur étranger et après surtout, tu peux gagner. Oui, mais au-delà de ça, est-ce que je me tourne vers Max, je ne sais pas si tu partages. Si, je partage globalement le fait que c'est une bonne idée. Non. Et donc. Après avoir dit ça, est-ce que Ronan O'Gara, étranger ou non, est-ce que c'est le plus à même de prendre ce poste-là ? L'important, pour revenir vite fait sur ça, pour moi, l'important, c'est d'avoir le meilleur. Qu'il soit français ou pas français. Évidemment que s'il est français, il connaît peut-être un peu plus le rugby français, il a peut-être vécu avec, il a peut-être eu les jeunes. Tu vois, je pense à Sébastien Piccoroni qui a entraîné les U20, qui aurait une génération qu'il a connue, etc. Mais pour moi, l'important, c'est d'avoir le meilleur. La question qu'il faut se poser maintenant, c'est est-ce que Ronan O'Gara peut prétendre à être le sélectionneur qu'il faut au 15 de France ? Et moi, j'ai tendance à penser que oui, parce qu'à chaque fois qu'il a eu un poste d'entraîneur, il est parti aux Crusaders, il a été champion 2 fois. Quand il était au Racing, il n'était pas entraîneur principal, mais il en a fait une équipe championne de France. Après, il y a aussi je pense que ça va dans un sens et comme dans l'autre. Par exemple, Fabien Galtier, qui a toujours qui a beaucoup eu de relations compliquées avec ses joueurs en tant qu'entraîneur au quotidien en club.
dans le relationnel, etc. En tant que manager, sélectionneur de l'équipe de France, ça va mieux parce qu'il y a moins cette routine de on les voit au quotidien, etc. Donc ça va dans un sens, mais ça peut aussi aller dans l'autre. Il y a des entraîneurs qui peuvent être de superbes entraîneurs en club et moins en sélection où tu as un rôle un peu plus, tu vois, avec un peu plus de distance par rapport. Tu sens que Ronan O'Gara, il aime le quotidien. Je pense qu'il aime avoir les séances d'entraînement, avoir une relation. Il a une relation positive ou négative, mais des relations vraies avec les gens. Tu vois, que ce soit avec les médias, que ce soit avec ses joueurs, certainement avec son président, son staff. Il a besoin de dire les choses, je pense, au quotidien. C'est vrai que d'avoir des rassemblements peut-être à plus long terme, plus espacés, sur des tournées, des tournois, etc., peut-être que ça lui correspondrait moins. C'est vrai que quand tu le dis, quand j'y pense, c'est peut-être moins son... Après, il a jamais caché son envie d'être à la tête d'une sélection nationale. Donc, comme il a vu aussi qu'avec l'Irlande, c'était un petit peu compliqué avec Andy Farrell qui a prolongé et qui gagne. Donc, c'est compliqué de virer quelqu'un qui gagne. Après, là, on a Fabien Galtier qui, pareil, est reparti pour 4 ans, etc. Donc, par rapport à l'Irlande et Andy Farrell, on en est au même stade aujourd'hui. C'est pour ça qu'il a cité les deux. Après, il a mis une pièce, quoi. Il a mis une pièce. Après, attention, il met une pièce, je pense qu'il est sur une grande antenne nationale. Il sait très bien mais il est très malin. Il est très malin, Ronan O'Gara, dans le sens où il a compris un petit peu comment ça se passait en France, je pense. Ça se passe pareil ailleurs, je pense. Et qu'il y a un certain lobbying à avoir en France. C'est-à-dire que quand il y a eu, pour moi, la période Warren Gatland, avec le débat et le référendum voulu par Bernard Laporte à l'époque où il était président. C'était un référendum, juste pour recontextualiser. Il avait demandé au club amateur est-ce que l'idée d'avoir un sélectionneur étranger c'était oui ou non, quoi. Et alors les clubs amateurs avaient dit non. D'accord. Donc l'idée avait été abandonnée, mais c'était un petit peu arrivé, tu vois, je trouve, au dernier moment. C'était un petit peu précipité. Le débat de fond. Après, il y a une vraie différence avec Ronan O'Gara, c'est que lui est dans le championnat français depuis un moment. Il parle très bien français. Bon, il va lâcher un fucking au milieu de chaque phrase en français, si je peux me permettre, pardon pour les gros mots. Mais il parle très bien français et ça aide. Non, mais oui, mais après, ce que je voulais dire, quand il est arrivé, pour terminer juste ma pensée, je pense pas que O'Gara dans l'immédiat veut postuler pour l'équipe de France. Je pense qu'il veut qu'on ait ce genre de débat. Il sème une graine et il a compris que dans le rugby français, est-ce que le rugby français était prêt à avoir un sélectionneur étranger, que ce soit lui ou pas lui? Je pense qu'il sait que c'est non encore. Et en ayant ce genre de débat, tu pousses à la réflexion, oui, mais il a quand même gagné, exactement le débat qu'on a aujourd'hui. Et du coup, peut-être que chez certains, il y a moins de réticence, il y a plus peut-être la volonté de s'ouvrir, côté mondialisation un petit peu. Mais je pense qu'il y a quand même dans les mémoires, etc., il y a quand même ce truc il est dans le championnat français depuis un moment et il connaît la culture française désormais et ça compte. C'est pas comme si on prenait quelqu'un qui venait vraiment de l'extérieur, qui connaissait absolument pas le rugby français ou en tout cas pas les fondements du rugby français et le fonctionnement du rugby français. Et là, forcément, je comprends qu'il y ait plus de réticence à un peu parachuter quelqu'un à la tête de l'équipe de France qui est quand même le fanion du rugby par rapport à un Ronan O'Gara qui lui maintenant on peut pas dire qu'il connaît pas le rugby français, et en plus il a une culture différente de celle qu'on a chez nous, qui est le French flair, qui est le beau jeu, etc. Il a une culture de la gagne. Ronan O'Gara, il sait être pragmatique. La Rochelle, c'est pas l'équipe qui fait le plus rêver quand tu regardes les matchs, désolé Paul, mais c'est l'équipe qui par contre quand à la fin va soulever le trophée, quoi. 2 ans d'affilée, il a su rentrer dans la tête. Il s'est rentré dans la tête de ses adversaires. Il l'a fait contre Leinster. Cette année, ça n'a pas fonctionné, mais c'était peut-être une année encore plus compliquée. Tu vois, je me dis que c'est le sélectionneur de la France que j'aimerais bien avoir pour justement aller contrecarrer les plans d'autres sélectionneurs. Tu vois, Rassi Erasmus sur le plan international, il rentre dans la tête de son adversaire. On passe notre temps 1 semaine, 10 jours avant à se dire qu'est-ce qu'il va trouver de nouveau, comment il va s'en sortir. 6, 2, 5, et j'ai l'impression que Ronan O'Gara, c'est typiquement le genre d'entraîneur qui aimerait avoir ça, qui aimerait travailler sur ça. Tu vois, ça le ferait. Après, tu auras toujours les défenseurs de un petit peu ce que j'appelle les beaux losers, quoi, qui préfèrent que l'équipe de France perde, mais perdent les armes à la main avec le jeu connu depuis des décennies. C'est ce qui avait un petit peu. Après, Fabien Galtier a su le changer aussi. Il y a eu quelques années, quand on fait le Grand Chelem, on n'est peut-être pas l'équipe la plus séduisante à voir. On est bon dans le désordre. Quand il y a un ballon qui traîne, il y a essai tout de suite parce qu'on a un talent exceptionnel. Mais on n'est pas l'équipe qui aligne 40 ans de jeu, qui va avoir 65% de possession. En fait, on n'est pas forcément la plus belle à voir, qui pratique le plus beau rugby de construction. Mais par contre, on est injouable, quoi. Et ça, Fabien Galtier l'a quand même amené. Oui, ça a été le cas.
puis après, et ça a un peu fait râler quand on disait justement que l'équipe de France était moche à voir jouer. Au final, ça gagne et c'est ce dont on se souvient. Mais pour revenir sur ce débat-là, Ronan O'Gara est effectivement un très bon entraîneur. Il a construit La Rochelle, pas depuis le début, mais en tout cas, il a participé à faire passer La Rochelle dans une nouvelle dimension. Mais encore une fois, le plus principal, c'est d'avoir la personne la plus compétente à ce poste-là. Ronan O'Gara, aujourd'hui, est-il la personne la plus compétente pour ce poste-là? Je suis pas sûr. Je pense qu'en France, on a des gens plus compétents et des gens des entraîneurs qui viennent naturellement aussi. Tu parlais de Sébastien Piccheroni, tu parlais du Gomola qui a il peut y avoir Hugo construit aussi une espèce d'hégémonie au Stade Toulousain. On en a parlé la semaine dernière. Ça, ce sont aussi des mecs qui peuvent prétendre à ce poste-là et qui, je pense, peuvent être au moins aussi compétents que Ronan O'Gara. Non, mais d'accord, mais après, la liste, elle est facile. Moi, je suis d'accord avec toi, mais après, l'objectif de l'équipe de France, c'est de gagner. Moi, en tout cas, personnellement, j'en ai marre de faire un beau deuxième et tout. Bien sûr. Donc, la liste, elle est simple. Tu as Hugo Mola. Beau jeu, ça gagne. Normalement, c'est le numéro 1. Il coche les cases, Voilà, il coche toutes les cases. Après, est-ce que lui a envie c'est pas forcément non, évident. il l'a jamais dit. Il l'a jamais dit, ou en tout cas, il en a jamais parlé. Attention au rugby fiction. Mais on est dans ça, de toute façon, c'est normal. Après, c'est normal, on est dans ça. Après, moi, j'ai rien contre Sébastien Piccheroni, mais a-t-il déjà gagné avec un club au quotidien? Mais il n'a pas les moyens pour le moment. Il n'a pas les moyens, d'accord, il n'a pas les moyens. Mais peut-être que je vais un peu vite, peut-être que dans 4 ans, ça sera un très grand entraîneur, encore plus. Mais c'est vrai que la liste en France, Mignoni pas non plus... qui va pouvoir revenir aussi. Mignoni, j'ai rien encore une fois contre Pierre Mignoni, mais est-ce que Pierre Mignoni a gagné un titre majeur? Non. Non. Je rejoins Paul, c'est ce dont on a besoin de quelqu'un qui sait gagner, qui a gagné. Encore une fois, pas si grande, si ça s'arrête, si ça venait à changer, si Fabien Galtier arrêtait d'un commun accord ou pas en 2027, ça voudrait peut-être dire, si c'était pas d'un commun accord, qu'il n'a pas gagné la Coupe du Monde, qu'il a peut-être pas eu un bilan, parce que là, en effet, on a 80% de victoires, des fois on joue bien, des fois moins bien, on a gagné qu'un tournoi, quoi. 80% de victoires, je peux plus l'entendre. Non, mais voilà, et on a gagné qu'un tournoi, on a fait quart de finale de Coupe du Monde, ce qui est franchement pas ouf quand on a une des meilleures générations du 15 français. Et puis encore une fois, je veux revenir là-dessus, mais la liste, elle est pas si grande, quoi, de prétendants à la succession de Fabien Galtier, à part Hugo Mola. Moi, je vois personne d'autre qui est en mesure de prendre ce poste. Dans les entraîneurs français qui ont gagné, tu avais aussi Saint-André, mais bon, il a déjà été, il va pas redevenir sélectionneur, mais sinon, à part ça... Après, c'est notre argument principal. Nous, sur le plateau là, on dit on veut quelqu'un qui a gagné parce qu'on aura envie de gagner, quelle que soit la manière, mais ça se peut. La FFR et les décideurs vont préférer avoir quelqu'un qui, encore une fois, bâti sur un projet peut-être à plus long terme, etc. Et n'a pas besoin de quelqu'un qui a gagné. Tu vois, Sébastien Piccheroni, pour moi, il coche quand même pas mal de cases, même si en effet, il a pas gagné à haut niveau encore. Il a montré avec les jeunes qu'il savait faire quand même des choses, faire vivre un groupe et le faire bien jouer. À Pau, évidemment, il va pas être champion avec Pau. C'est pas ce qu'on lui demande. Ah oui, c'est ça, il faut le prendre. Champion. Non, mais c'est pas ce qu'on lui demande, mais c'est compliqué. Si Pau est champion là, par contre, moi, je peux pas entendre qu'un entraîneur accède à l'équipe de France sans avoir gagné. Marc Lévremont était pas loin, mais il avait pas fait grand chose quand même à l'époque en tant qu'entraîneur. Il avait pas gagné, en tout cas vraiment en top 14. Ouais, mais si on te dit que Piccheroni, c'est par exemple celui qui va pouvoir mettre dans les meilleures dispositions les jeunes, les Gaëtan, les Deporter, toute la nouvelle génération que tu as, parce qu'il sait pas son rôle, c'est pas le rôle du sélectionneur, c'est le rôle d'un entraîneur des U20. Non, mais après je le défends, mais je suis assez d'accord avec toi. De toute façon, à la fin, moi je veux quelqu'un qui est capable de gagner avec une équipe. L'équipe nationale, encore, tu vois, en foot, on a mis Didier Deschamps. Et pourquoi on a mis Didier Deschamps? S'il avait gagné. Après, il y a le débat avec Zinedine Zidane. Zinedine Zidane, il a gagné aussi en tant qu'entraîneur. Donc, tu vois, il n'y a pas trop ce débat en foot. On va pas mettre Sylvain Ripoll, tu vois, à la tête de l'équipe A. Non, mais c'est vrai. Voilà, moi, je pense que O'Gara rentre dans un top 3 des entraîneurs qui ont gagné, qui ont prouvé et qui postulent. Et surtout, en plus, il a envie, quoi. Il dit lui-même qu'il a envie de faire ça parce que c'est un vrai métier à part entière. C'est pas du tout pareil qu'entraîneur. Il n'y a pas le même quotidien, c'est pas du tout la même gestion de groupe. Donc, il faut aussi quelqu'un qui soit prêt à faire ces concessions-là et d'être sélectionneur, quoi. Après, pour être tout à fait honnête, je pense que Ronan O'Gara, il est très malin et puis il est très très intelligent. Je pense qu'il fait un peu c'est un petit message aussi pour la fédération irlandaise. Ouais, prenez-moi avant qu'ils me prennent, quoi. Ouais, voilà, tu es un peu comme un joueur qui a 2 nationalités et qui dit
je suis hyper intéressé par le projet, machin truc, alors qu'au final, Après, lui au fond, il veut quand même représenter sa sélection. Joël Embiid de basket. C'est ça, oui, exactement. Je n'osais pas le dire, mais on a vu d'autres sélectionneurs passer par plusieurs sélections différentes. Honnêtement, aujourd'hui sur le papier, ou même en 2027, qu'est-ce qui est le plus sexy entre être sélectionneur de l'équipe de France ou de l'Irlande? Je veux dire, l'équipe de France, t'as quand même un réservoir qui, je trouve, est hyper attrayant. T'es français, quoi. Tu dis ça. Et puis j'aime bien ce côté un peu franchouillard. Oui, évidemment. Ce soir, tu vas rentrer, c'est à Toulouse, c'est couscous. J'ai un slip bleu-blanc-rouge. Bon, voilà, je vous le dis. non, mais je comprends qu'il soit balancé, entre les deux, et parce que aussi il a son vécu en France et il a pas l'air d'y être trop malheureux, quoi. Non, c'est sûr. Après, l'Irlande, il y a quand même toujours une nouvelle génération énorme qui arrive. Ils ont jamais passé les quarts d'un mondial. Enfin, tu vois, t'as des objectifs très forts pour être le sauveur de l'Irlande, celui qui amène l'Irlande sur le tour comme du la monde. France. Et puis il reste 4 ans. C'est la même chose. De toute façon, soyons honnêtes, là, beaucoup de choses vont aussi dépendre du résultat de Galtier en 2027. Si Galtier gagne les 3 prochains tournois et est champion du monde, même au-delà de ça, s'il gagne aucun tournoi mais qu'on est champion du monde, ce sera différent. Ah oui, non, mais clairement. Tu vois, et puis il y a aussi le truc de si encore une fois on gagne pas en 2027, ils vont changer leur fusil d'épaule, parce qu'avec Galtier on est parti sur un projet long terme. Ouais. Il a toujours dit que lui, le vrai objectif c'était 2027, parce que c'est à cet âge-là que les joueurs qui composent l'équipe de France arriveront à maturité. Si on voit que le projet long terme fonctionne pas, ça va mettre un peu de plomb dans l'aile à la candidature de Piccheroni éventuelle. Encore une fois, on balance des noms comme ça, on n'en sait rien, mais là, il est arrivé dans la discussion. Là, t'as vu, je l'ai mis là. Hop, là. Ouais, c'est bon, mais voilà, Sébastien. Il te passera un coup de fil, il te remerciera. Oui, il te remerciera. Futures affiches de candidature, c'est énorme. J'ai un petit poste dans le staff. Après, on sait rien. Bonne idée. En tout cas, personne n'est fermé ici à l'avenue d'un sélectionneur étranger à la tête de l'équipe de France, comme d'autres l'ont fait et comme d'autres ont gagné avec des sélectionneurs qui n'étaient pas de leur nationalité. Bien sûr, il faut donc il faut le format de l'histoire, c'est qu'il faut juste le meilleur. Le meilleur dans les meilleures dispositions. Et Jacquet l'avait dit, mettez-vous dans vos meilleures dispositions. C'est presque dommage que O'Gara soit pas un Anglais. Ça aurait été énorme d'être champion du monde pour la première fois. Tu vois, les Irlandais, ils ont pris un Anglais. Là, ça fait 3 ans qu'ils sont exceptionnels. Pour le symbole. Puis on rassure les gens, qui apporte le premier titre. Pour le symbole, ça aurait été énorme. Non, mais on rassure les gens. Il y a toujours autant d'animosité entre Irlandais et Anglais, même si celui qui est à la tête de l'Irlande est un Anglais. Oui, c'est important. Il faut savoir dire t'es le meilleur. Il faut de la compétence. La fuite des cerveaux. Au contraire, ça serait quand même kiffant de voir Ronan O'Gara insulter en français un Irlandais. J'adorerais. Sexton à la tête de l'Irlande et O'Gara à la tête de la France. Alors là, on aurait des matchs là. En avant-match là, attendez-vous. Le rugby fiction, mais qui régale. Celui-là, il régale. Merci messieurs, on passe au jeu avec Basile, qu'on va retrouver comme chaque semaine. Kick-off rugby, ça joue. Salut Basile, est-ce que tu nous entends bien? Est-ce que tu es en forme aujourd'hui? Je vous entends bien, je vous entends même trop. Trop ouais, ça c'est cool ça. Pourquoi on parle trop? Vous parlez beaucoup trop. Il en a déjà marre, super, c'est cadeau, merci beaucoup. On va te laisser parler du coup, vu qu'on nous entend trop. Peut-être que les gens préféreront t'entendre toi et ta voix suave. Quand tu comprendras que les gens viennent dans cette émission uniquement pour moi, tu auras fait un grand pas. Allez, dis-nous, alors, Basile. messieurs, on va commencer avec, vous me connaissez maintenant, on va commencer avec une petite liste, 2 petites listes même. Il y a un match particulier ce week-end entre l'USAP et Montpellier. Vous vous souvenez évidemment que ces 2 équipes ont été championnes de France. L'USAP en 2009 et Montpellier en 2022. Je parle récemment, évidemment. On va commencer tranquillement par l'USAP en 2009. Vous pouvez me donner tous les joueurs qui étaient sur la feuille de match, même ceux qui sont peut-être pas rentrés. J'ai tout le monde. Alors, on est bien d'accord, il n'y a que l'USAP. D'accord. Okay. De l'autre côté, il n'y aura que Montpellier. Ok, ça marche. Paul, vu qu'il est en forme, il va pouvoir commencer. Cadeau empoisonné. Mermoz. Maxime Mermoz, numéro 2. Chouli. Damien Chouli, numéro 8. Candelon sur l'aile. D'entrée, je prends le battement de cœur. Moi, à chaque fois, non. Ça fait 2 listes d'affilée où je prends le battement de cœur premier nom.
Julien Candelon, numéro 11. Ah bon. Ah, Marty. David Marty, numéro 13. Porical à l'arrière. Ah, bien joué. Jérôme Porical, C'était facile. une transformation, 4 pénalités, numéro 4. Nicolas Mas. Nicolas Mas, capitaine. Freshwater. Perry Perry. Freshwater. Aïe. Oh là Aïe, là. aïe, aïe, aïe. Oh, il doit être sur le banc, c'est pas possible. Aïe, aïe, aïe. Il est titulaire, Ah, et si tu bon. m'avais écouté, tu saurais que même s'il est sur le banc, c'est bon. Ah, oh là. Robin Choualewachu. Oh non. Aïe, aïe, aïe. Ah, cette fois, c'est pas bon. Aïe, 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 Par aïe, contre, aïe. Messieurs, je je sais me plus retire. je sais plus qu'on a dit. J'ai envie de dire Game Guirado. Oh, il est sur le banc, je crois. Oui, ça passe. Guillaume Guirado, c'est très bien joué, numéro 16. Il avait 23 ans à l'époque. Bien sûr. Oh purée, je sais même plus qui on a dit, il faut que je cherche. Chrono. Ah, mais aidez-moi sur les Bah postes. non. Ouais, on va t'aider. Sur les t'inquiète. postes, sur les postes. Chrono. Sur les postes. C'est moi qui décide de lancer le chrono. Ouais, mêlée, c'est pas possible, non? Je vais pas t'aider. Hein. Déjà que je n'ai pas moi. Mais tu peux que si en avant ou coup de. Pas cassé, quoi. Mêlée, je dis. On te demande un joueur, pas un poste. Mais non, mais si. Oui, David Mêlé. David Mêlé. peut-être, Oui, mais peut-être. j'ai bien On va compris. C'est manqué. Oh. Allez, victoire de Maxime. Pardon. Ah, C'est bon, il est sur le banc, numéro 20. Oh. ah, purée, Ah, putain, l'enfer. Ah, Aïe, aïe, aïe. le battement de cœur suffit plus. L'enfer. Purée. J'ai pas d'idée. c'est gagné ça. Je veux dire Tulagi, mais je suis pas sûr. Je Oh, pense qu'il est pourquoi parti. Je crois qu'il joue pas. C'est un peu trop tard. Je crois qu'il joue pas, Henri. Aïe, 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 Purée, aïe. David Mêlé Sur le gong, hein. Sur le gong, Oh sur là le là, gong. il a été clutch, Oh. le polo. Elle est belle, celle-là. Ouais, c'est vrai qu'elle est belle. Celle-là, elle a arraché, Content, là. quoi. Ah, Ça bah, vient là, de me- Bravo, bravo. oh, mais J'en ai Paul- pas plus, hein, je crois. Là, c'était compliqué. Ouais, il y a peut-être du Larag, non, un truc comme ça. Bah, en fait, je me souviens Alors, plus des oui. postes à trouver. Mais... Il va nous dire. Il vous manquait Farid Sid sur l'aile, Kevin New, Nicolas Durand, Jean-Pierre Pérez, Grégory Lecorvec, Olivier Olibo, Alvarez Kairelis et Marius Tinkou pour les titulaires. Sur le banc, on avait du Koulou, Britz, Villaseca, Grand Claude, Phil Berger et Sébastien Bossi. Ok. Ok. Il y en avait Ouais, quelques. t'as Allez, terminé, on va- Tu vas voir, mais c'était. J'ai terminé la liste là. Je sais pas si j'ai écouté ou j'écoutais plus, mais ouais, celui-là, non. Ok, très bien. Bah, une victoire. On va se rapprocher un peu plus du présent et donc 2022. Paul, t'as gagné, donc c'est toi qui démarre. Montpellier 2022. Montpellier 2022. Guirado. Guirado, il était là aussi, effectivement, très beau coup. Il avait 36 ans. Ah, il a fait le doublé. Ouais, sûr. Garbici. Paolo Garbici, numéro 10. Arthur Vincent. Arthur Vincent, titulaire. Renac. Renac. Cobus Renac. Cobus. Oh non. Putain, C'est pas Cobus. il n'y a pas Cobus. C'était Pacobus. Il est blessé alors. Ngandebe. Oh là là. Ça, c'est bon. Sur le banc. Anthony Boutier. Ça, c'est bon. Sur le terrain. Mercer. Zach Mercer, c'est bon. Ça, là, ça envoie. Yakuba Kamara. Yakuba Kamara, présent sur le terrain. Oh, je suis dévasté. Je vais te dire Momo Awas. Oh non. Oh non. Titulaire. Oh là là, à il m'a chaque mis fois, il un fait coup sa de petite pression, celui-là, il a feinte, là. fonctionné fort. C'est hein. marrant ce petit truc là. Benoît Payog. Je crois qu'il joue pas. Titulaire. Bien Ah, sûr, bien il joué. joue pas. Je vais te dire Willem C. Ouais, c'est pas mal ça. Non. Oui, si tu te le fais Je deux le fois, sens c'est pas. mort. hein. Oh non. Aïe, 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 aïe. C'est bon ça. Blessé, Willem C. Je sais pas. Il y avait Doumerou. J'y étais non, pas. Willem blessé. Doumerou, c'était ça. Voilà. Fontaine. Vous l'avez celle-là Willem blessé. Doumerou. Blessé. Doumerou. Serfontaine, Ratez, Oui. Béconnier, Chalureau, Verag qui avait marqué. Lamositele, Painga, Mossa, Rogers, Capelli, Janse Van Rensburg, Aprazidze sur le banc. Ah Et oui. oui, André Capelli qui avait Pollard. raté le bus. Qui avait raté le train pour célébrer le titre. Belle liste. Hein. C'est vrai que c'était plus près, ça va.
Ouais, dommage. Ah, moi, je suis parti sur le numéro 9. Je me suis dit, j'ai terminé avec le numéro 9 pour ma victoire. Tu m'as dit, je vais c'est pour ça que j'ai repartir dit, sur le numéro 9. C'est pour ça que j'ai dit Payag. Moi, si t'avais pas dit, j'aurais dit Reynac, je pense. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je sais pas pourquoi. Bien Je joué. sais pas pourquoi. Bravo. Merci, Bravo, Théo. beaucoup, Basile. Attendez, il m'en reste sous la pédale. Tu nous en refais un pour le beau jeu? Exactement. 4 questions chacun, plus ou moins. Pas très compliqué niveau intellectuel. Vous devriez vous en sortir. Une chance sur deux. Oula. On commence avec Paul, puisqu'on a fait que commencer avec Paul. Donc tu me dis plus ou moins et je calcule ton score. Pauline Bourdon a-t-elle plus ou moins de 45 sélections? Plus. Plus 56. Perpignan, plus ou moins de 70 essais marqués cette saison. Sur la calculatrice, ça fait une moyenne de... Moins. Moins 64. Toulon, plus ou moins de 500 points encaissés cette saison. C'est cadeau, ça. Moins. C'est une des meilleures. 418. Oh, il est injouable. 3 sur 5. Est-ce qu'il va faire le grand chelem? Ouais, c'est sur 4. C'est 4 questions. Jérôme Bosviel, plus ou moins de 2000 points marqués en Pro D2. Alors là, elle lance la pièce, pile ou face, hein, mon pote. Et plus, j'en sais absolument rien. C'est gagné. Il a Oh, plus de 1515. 4 sur 4, il est sur une dynamique. Le boulot, il est imprenable aujourd'hui. Allez, à vous maintenant. Bien joué. Voilà, j'ai une On passe à Max. On passe à Max. Oh, punaise. Ogara, plus ou moins de 130 sélections avec l'Irlande. 130, il doit pas être. Ça doit être. Allez, plus. C'est moins 128. 128. Ça y est, il est plus inquiété, Paul. Nolan Le Garec, plus ou moins de 100 points inscrits cette saison avec le Racing. Il bute, hein. Il bute pas tout le temps. Je vais te dire moins. Et moins, c'est 86. Laure Census, plus ou moins de 30 sélections. Ah, plus. Plus, c'est 32. Ouais. Genre, il fait Tranquille. Évident. Botia, plus ou moins de 35 essais avec La Rochelle. Sous le maillot de La Rochelle. 200 matchs ce week-end, 35 essais et il était pas 3e ligne tout le temps. Ouais, je vais dire plus. C'est plus, c'est 39. 3 sur 4. Purée. Est-ce que Théophile va tout perdre? C'est-à-dire les 2 jeux, enfin les 3 jeux. Dernier à chaque fois. Catastrophique. Bon, après, moi, je connais pas le rugby. Hein. J'apprends rien à personne. On va le découvrir en tout cas. Wayne Barnes, plus ou moins de 135 rencontres internationales arbitrées. Mais évidemment, tous les jours. Tu dis plus? Oui. C'est moins, Allez. c'est 111. Bien joué. C'est déjà gagné pour moi. Hein. Baptiste Couillou, plus ou moins de 15 franchissements cette saison. En top 14. En plus, quand même. Oui. C'est moins, c'est 13. Et voilà, t'es dernier, c'est bon. C'est fait. C'est fait. Cuillère de bois. Le Toulousain Guillaume Cramon, plus ou moins de 140 plaquages cette saison en top 14. Ça, les gars. Te plains pas. Laissez-moi Allez. lancer une pièce. 140, tu me dis? Oui, c'est ce que j'ai dit. 140, 14 matchs à 10 plaquages. Tu- Je vais dire moins, C'est plus, Allez, 150. impeccable. On est sur une belle il va cuillère droit, de bois, il va droit, allez. Il y va. Yes. Allez, vas-y. Les clubs français ont-ils plus ou moins de 9 titres en Champions Cup? Facile à calculer ça. Club français, Toulouse. T'as 5 secondes pour calculer. Toulouse, Brive, La Rochelle. Combien tu m'as dit, plus ou moins que quoi? 9, allez. Moins. Ah, c'est J'ai oublié. C'est plus. Mais oui. Non mais t'es de La Rochelle, C'était 3 Toulon. 11. Ah oui, Toulon, j'ai oublié de compter ce Toulon. Eh oui, 8 Aïe, plus aïe. 3, 11. Justifié. Ah, Oh là j'ai oublié là de là compter là ce là là. Toulon. Je suis Ah, dévasté. La cuillère de bois. C'est On vraiment tient la un définition de la champion. cuillère de bois. Ah oui, là oui. Bon, bah écoutez. Bonne fin d'émission, moi, monsieur, je vais vous laisser là. Bravo. Bon courage à tous. Merci. Enfin, non, pas merci d'ailleurs. Bah Basile. si, merci Ah, Basile. si, bravo, merci. Oui, bravo. Et bravo surtout. Je te souhaite un très mauvais week-end. Également. Bon, nous, on va avancer dans le week-end. On va passer au top 14. T'as pas vraiment le choix là. d'abord. Avec, ouais, oui, passe à on autre va chose, passer à autre ouais, chose, mais passe c'est à la suite. rapidement. Sinon tu creuses. Hein. Envoie-moi le jingle consigne du coach, là, j'en peux plus. La consigne du coach.
Allez, je vais essayer de garder le sourire. On va parler de jeu au pied. Tu t'es payé pour. On va parler... on va parler de jeu au pied. On va parler de Camille Lopez et de l'aviron bayonnais. Camille Lopez, donc, qui est l'une des armes fatales de l'aviron bayonnais cette saison. Et on va pour cela lancer une petite vidéo de Simon Valzer qui nous explique un petit peu les spécificités du jeu au pied de l'ouvreur bayonnais. Dans le rugby moderne, on sait qu'il est de plus en plus difficile de trouver des espaces libres. Pourquoi ? Parce que les systèmes défensifs sont tout simplement de plus en plus élaborés. Alors dans ce contexte, le jeu au pied peut être une très bonne option, non seulement bien sûr pour occuper le terrain, mais surtout pour faire marquer des essais à moindre coût. Et il y a une équipe qui le fait très bien dans le top 14, c'est l'Aviron Bayonnais et surtout son demi d'ouverture, Camille Lopez. On l'a vu à plusieurs reprises cette année, faire marquer des essais à des ailiers qui avaient des espaces libres dans les couloirs. Seulement, n'allez pas croire que c'est juste un coup de génie de la part de l'ouvreur bayonnais. Cela nécessite toute une organisation collective avant. Très simplement, pour justement libérer ces espaces dans les couloirs, il va falloir que les avants bayonnais et aussi les centres, possiblement, enchaînent les temps de jeu et trouvent de l'avancée au centre du terrain. Cette avancée va contraindre la défense adverse à se resserrer. C'est ainsi qu'on va avoir les ailiers qui vont se rapprocher des centres et les centres des ouvreurs. Comme ça qu'on va libérer de la place dans les couloirs. Ensuite, si ces conditions sont réunies, alors Camille Lopez peut ajuster son coup de pied. Mais attention, ce n'est pas n'importe quel coup de pied. Là, on ne cherche pas à taper une longue chandelle, on va chercher à avoir une frappe très sèche, plutôt courte, avec une trajectoire assez aplatie, pour pouvoir servir le plus rapidement possible l'ailier, qui n'aura plus qu'à marquer, normalement, sans opposition. Merci Simon, toujours aussi bon, toujours aussi clair, qui nous a décortiqué donc le jeu au pied de Camille Lopez et qui nous explique que c'est un travail collectif, donc avec des temps de jeu avant ce fameux jeu au pied. Ce week-end, Bayonne accueille Bordeaux à Jean Daugé. Alors là, on est dans la tête de Yannick Bru. Qu'est-ce qu'on donne comme consigne prioritaire à ces joueurs ? Parce qu'on sait que c'est l'une des armes principales et pour le moment, même si on le sait, il y a peu d'équipes qui arrivent à le défendre. De gagner le combat d'avant en particulier, parce que comme l'a dit Simon aussi, d'abord il y a un travail préalable avec le jeu des avants. Bayonne est quand même une équipe qui joue souvent avec un jeu à une passe, voire à 0 passe. Donc si Bordeaux arrive à prendre le dessus, comme ont pu le faire aussi d'autres équipes par le passé face à Bayonne, Camille Lopez a beaucoup moins de possibilités d'aller trouver ce jeu au pied. Et après aussi d'essayer que Camille Lopez ne soit pas dans une certaine comment dirais-je, confort. Dans un certain confort. Je trouve qu'il joue très souvent quand même avec le confort. J'encouragerais ma troisième ligne à aller le chercher vraiment très, très rapidement. Peut-être quitte à avoir une organisation défensive aussi qui permet d'aller vite aller chasser Camille Lopez pour pouvoir l'empêcher d'avoir assez de temps pour ajuster, parce que c'est quand même un geste technique important. Et quand tu joues dans la folie, et en tout cas si tu es chassé, tu as beaucoup moins de temps pour t'ajuster et ça peut faire des coups de pied qui sont ratés, quoi. Moi, j'ajouterais un truc. Je pense des joueurs qui vont avoir un rôle hyper important, c'est évidemment les ailiers, parce que c'est en général leur vis-à-vis qui récupère le ballon dans le couloir. La passe au pied de Camille Lopez, c'est pour l'ailier. Et l'arrière. Il faut savoir que dans le rugby, en général, on va dire, les personnes qui couvrent le terrain derrière la défense sont l'arrière et l'ailier, en général à deux. Et en fait, il faut être hyper précis sur quand l'ailier doit monter dans la ligne parce que les avants bayonnais sont dans l'avancée. Et donc, comme l'a dit Simon, les ailiers doivent se resserrer, se rapprocher parce qu'il y a une forme d'urgence. Il faut que l'arrière soit hyper réactif et bascule pour prendre la place de l'ailier, là où du coup il a laissé un espace libre parce qu'il n'y est plus. Et donc je pense que l'arrière et l'ailier doivent énormément communiquer, je les incite à le faire, pour que l'arrière puisse prendre la place de l'ailier et combler cet espace vide. Pour moi, c'est aussi une des clés pour défendre sur les jeux au pied de Camille Lopez. Ouais, non, mais c'est sûr. Et après, Bordeaux, si on reste sur ce match-là et sur l'anticipation de Yannick Bru, Bordeaux est une équipe qui utilise aussi très très bien ce jeu au pied-là. On a encore vu ce week-end Mathieu Jalibert qui a envoyé sur orbite Damien Penaud. Exact. C'est une équipe et c'est des joueurs, c'est une ligne arrière qui sait très très bien l'utiliser. Donc je pense qu'en sachant eux-mêmes comment ils font pour déplacer un bloc, le resserrer et se créer des espaces sur les ailes, ils savent comment ne pas commettre eux-mêmes cette erreur, tu vois. Donc je me dis que c'est quelque chose qu'ils vont travailler avec ce confort justement là, de savoir créer ces opportunités là eux-mêmes, donc de savoir un peu plus se défendre. Après il y a la lecture du jeu aussi de l'ailier qui est super importante. Je ne sais pas si Penaud joue ce week-end, mais c'est vrai qu'il a quand même l'habitude. Penaud, voilà, c'est des internationaux
qui ont quand même l'habitude de devoir faire des choix souvent, qui pratiquent aussi des fois la rush défense, tout ça. Donc ils ont aussi cette habitude entre venir rentrer dans la ligne pour couper l'extérieur ou rester sur l'aile pour gérer le rideau et gérer ces jeux au pied là, qui sont quand même souvent dans le rugby moderne. Il y a de plus en plus quand même cette phase de jeu, donc ils ont l'habitude quand même de devoir faire des choix et souvent les bons choix. Et peut-être qu'ils seront plus prudents que d'habitude et qu'ils resteront peut-être plus en retrait pour anticiper ce jeu au pied-là, en sachant que Camille Lopez utilise très souvent cette arme-là. Oui, mais après, voilà, encore une fois, moi je reviens vraiment sur le point de base qui doit être la domination des avants, parce que si Bayonne, et j'ai un souvenir, le match face à La Rochelle, où Bayonne a quand même été pas mal contrecarré devant, non, mais était face à une des forces de La Rochelle, et du coup Camille Lopez a plus eu sur ce match-là un jeu au pied d'occupation, un jeu au pour pied, gagner le terrain, voilà, des chandelles, pas à etc., gagner avec le jeu à la main. Ils n'arrivaient pas à jouer à la main, gagner ce terrain-là, donc ils ont essayé de le gagner au pied. Mais par contre, c'est impossible de vouloir faire une passe au pied ou d'aller chercher ces couloirs-là si t'es pas dans l'avancée. Parce que du coup, tout le monde est en place et du coup, tu peux pas faire. Je mets un petit bémol parce que Camille Lopez est typiquement le joueur capable de faire justement ce genre de geste-là, même sous pression, tu vois. Je sais plus quel match où Rémi Bagé met un essai exceptionnel à la toute fin avec sur la sirène. Rasant ensuite. Oui, où lui, il réceptionne contre le pied rasant. Contre le Racing, non? C'est peut-être contre le Racing. Mais tu vois, là, ils sont en pleine. Mais là, moi, là où je suis pas d'accord, c'est que là, l'action décisive, c'est Rémi Bagé qui l'a fait. Il y a passe au pied de Camille Lopez juste avant. Oui, mais pour moi, sur ce choix-là, il fait ça parce qu'il a une maîtrise totale en son geste technique, mais l'essai n'est pas fait. Non, l'essai n'est pas fait. L'essai doit être qui fait la différence. C'est un contre un. Mais c'est le genre de mec qui est capable de tenter ça, même en plein déséquilibre, même en étant chassé. Il est capable d'envoyer une passe au pied galette dans les bras de son ailier. Et c'est là où, et pour aller un peu dans ton sens, c'est là où Bayonne a cette arme incroyable aussi avec Bagé, c'est que même quand des fois il a un contre un à jouer, il n'y a pas juste le pied de Camille Lopez, il peut y avoir aussi la combinaison jeu au pied de Camille Lopez et jeu au pied rasant qui maîtrise très bien, qui est un excellent finisseur, qui est parfait dans ce geste technique, qui n'est pas beaucoup maîtrisé par des ailiers, je trouve, pas assez en tout cas. Et on le voit moins. Et on le voit moins alors que c'est quand même incroyable et d'une efficacité, pardon. Pas évident celui-là. Pas évident, assez redoutable. Voilà. Mais tu vois, c'est le geste. Moi, c'est peut-être ma déformation sportive du foot à la base, mais à chaque fois, je vous bassine le week-end dans la rédac avec le jeu au pied. Je trouve que il a été peu utilisé depuis quelques années. Et là, ça fait 1, 2, 3 ans qu'on le voit de plus en plus. Et les meilleurs joueurs, quand on parle de Jalibert, on parle de Finn Russell, on parle de Camille Lopez, Nolan Le Garec, Antoine Dupont, c'est tous des joueurs, Thomas Ramos, je peux en citer, quasiment tous les joueurs qu'on cite comme les meilleurs joueurs du monde sont des as du jeu au pied. Mais surtout, c'est devenu un facteur clé dans ta performance, dans ton talent rugbystique, c'est devenu clé. Surtout le jeu au pied offensif, dégager un ballon, faire des coups de pied de 60 mètres, maintenant, tous les ouvreurs qui savent le faire ou presque, mais réaliser à la perfection un jeu au pied offensif, que ce soit un petit par-dessus, une passe au pied ou quoi, ça c'est vrai que c'est une arme qui est hyper importante. On verra si Camille Lopez l'utilise à bon escient et si Bordeaux a écouté nos conseils, parce que j'imagine qu'avant le match, ils écouteront tous la pastille de Simon. Qu'est-ce que tu crois c'est fini là, parce que là tu as l'air de vouloir clôturer la séquence. Il n'aime pas le jeu. Tellement de choses à dire. C'est parce que presque frustré. Mais c'est pas grave. Si vous voulez, on fera une version longue qui va durer 2h45 et là on pourra parler du jeu au pied de Camille Lopez pendant 2h45 parce qu'on pourrait presque. Très, non mais franchement, je le prends ce seconde qu'on me donne là. Et tu vois, vraiment, il faudrait qu'on en parle un jour d'un kick-off plus longuement du jeu au pied, parce que le nombre d'essais qu'on voit sur des passes au pied maintenant, c'est des maestros, quoi. Tu vois Antoine Dupont qui traverse le terrain pied gauche, Romain Tama qui la met dans les bras de son ailier. C'est devenu une arme qui avant existait certainement, mais moins. Aujourd'hui, tu peux prendre un essai à tout moment sur l'autre aile, 50 mètres plus loin, parce que le 10 adverse, il a eu une seconde de confort, il y a eu un petit décalage, passe au pied dans les 22 adverses, essai, quoi. Si on fait une spéciale jeu au pied, on prendra pas Paul en plateau par contre. Non. Ça ne dérange pas. On a recordman des drops à la rédaction quand même. Je suis arrosé par un mec qui a fait 0 sur 4 au jeu de tout à l'heure. Non mais après il y a la pratique, il y a les connaissances et la pratique. Il y a les connaissances et la pratique. Bon voilà, moi je me suis concentré sur la pratique, c'est dommage, je suis pas rugbyman professionnel. Non mais après voilà.
préférais mettre des phrases que parler. J'avais quelque chose de très intéressant à dire sur le jeu au pied, mais c'est pas On grave. garde pour le prochain. Non, mais attends, Je garderai on pour la gardera prochaine pour la fois. spéciale. Souvent, on te fera une petite pastille. Très bien. Spécial jeu au pied. Ou sinon, allez suivre sur mon TikTok. C'est vrai, tu fais ça depuis. Je fais des spéciales jeu jeux au pied sur TikTok, Instagram, Paul Arnoux. Enfin bon, bref. On avance, messieurs. Allez, je On vois passe ça, au Money je vois Time ça. parce qu'il y a beaucoup de matchs à détailler, à décrypter là. Et donc on passe tout de suite au Money Time. On aura 4 matchs à pronostiquer cette fois. Kick-Off Rugby, Money Time. Et bien évidemment, on va commencer par ce France-Angleterre, samedi 17h45 au stade Chaban-Delmas. En jeu, un grand chelem, remporter le tournoi, ni Rien plus que ni ça. moins, c'est une finale, tout simplement. L'Angleterre, les Bleus qui n'ont pas battu l'Angleterre depuis 2018, on le rappelle, 10 défaites consécutives, 12, je crois. le 12 même peut-être, Ouais. bon, 12 ou 10. J'ai révisé là. Non mais parce que moi je compte Écoute, pas. je lis Midi Voilà. Olympique, c'est dans mon journal. Spécialiste du rugby féminin. Enfin bon, toujours est-il que ce sera un énorme challenge pour les Bleus. C'est sûr. Vont-elles le relever ce challenge? Je commence pas encore là. J'ai commencé tous les Max, jeux et tout. tu veux que je commence? Je peux commencer. Moi, si le vous- problème, c'est que si je commence, après, vu que je suis On un va peu tous se l'expert ranger derrière. pronostic de cette émission. Alors quand on fait toutes les émissions, c'est plus facile. Alors, pour je les commence. experts. Je commence honneur à ma On connaît personne, déjà ton tout prono, mais simplement. vas-y. C'est quoi mon prono? Victoire de la France, allez les Bleus. Alors, victoire Ah, de la bah, France, pas dit allez les Bleus. Voilà. Victoire des Bleus, évidemment, Et parce, voilà. parce que c'est maintenant ou jamais. Chaban-Delmas, guichet fermé. Le besoin. Le besoin ou la continuité. Non, La mais dynamique. en plus, il y a La un truc, dynamique, la dynamique, pardon. Non, mais il y a un truc à prendre en compte, c'est que les Anglaises, pour le moment, elles n'ont pas joué un seul match compliqué dans ce tournoi. Elles ont roulé sur quoi tout le monde. Est-ce qu'on a Mais- joué un match compliqué? Mais parce que contre l'Écosse, on a eu du mal. On se l'est rendu compliqué. Ouais. On se l'est rendu compliqué, mais en tout cas, on a eu à gérer ces matchs-là où effectivement, il fallait batailler, tout se passe pas comme prévu, etc. J'ai du mal avec ton argument, À partir du moment où l'Angleterre, si elle se met à douter, si elle commence à se rendre compte que tout ne déroule pas comme prévu, comme ça a été le cas depuis le début du tournoi, comment elles réagiront? Elles vont se rappeler Elles qu'elles sont seront sur 12 victoires consécutives face à la seront France. elles seront. Je peux terminer, Paul Arnoux? Oui, Merci. vas-y, je t'en prie. Elles seront face à 15 joueuses et face à un public de Chaban-Delmas qui sera en fusion, complètement en fusion. Donc victoire des Bleus, un match hyper étriqué, hyper serré. Je vais mettre un 15-12 pour l'équipe de France. Ouais, je suis d'accord. Parce Tu que veux terminer? Vas-y. non, mais j'ai l'impression que tu vas annoncer une victoire anglaise. Donc moi, je vais poursuivre dans la voie avec Théo. Et je vais dire, je vois le même match en fait. Je vois un match super serré. Je vois une vraie finale, un match qu'on a envie de regarder. Le lendemain, tout le monde dit, t'as vu France-Angleterre? C'était un vrai match à suspense, une vraie finale. Et par contre, ouais, le score un peu étriqué comme ça, les Françaises qui le font, tu vois, je vais changer le score, je vais aller sur un 16-14, mais un match serré Ah, la même et idée, les quoi. Bleus à la fin, ouais. Et donc Paul, Bah, à victoire contre-courant, comme anglaise. d'habitude. Nouveau Grand Chelem pour nos amies anglaises. Si près, si loin. Voilà, le titre facile, mais toujours le même. il annonce la une du middle en avant-première. Défaite, je dirais défaite, voilà. Il va y avoir du jeu, c'est vrai. Il va y avoir du jeu. Je dirais défaite 28-23. Ah, plus ouvert, Ah oui, plus d'accord, ouvert, toi. plus ouvert. 28-23 avec On est encore sur un match. Chaban a déjà connu une belle déception il y a quelques jours. Ils vont Voilà, reconnaître une nouvelle. Il Voilà. rafale. C'est dur. C'est terrible. Et voilà, le rugby français n'y arrive pas. Il envoie, Décidément. il envoie des balles perdues un peu partout. Il y a tout le monde qui prend pour son Mais grade, bon. c'est l'avantage. Mais comme Mais ça, non, mais pas de deuxième, jaloux. c'est bien aussi. Comme ça, attendez. pas de jaloux. Oui, oui. Bien deuxième, On non parlait je prends pas la pièce, je réponds pas. Il nous parle tout à l'heure de vainqueurs, de jolis perdants, etc. Voilà, d'accord. Super, Paul. Merci en tout cas pour Ah, le mais patriote. Ronan O'Gara à la tête de l'équipe de saura- France féminine. On Voilà. saura lui rappeler. Ouais, on saura te le rappeler. Il y a aucun souci. J'espère pas aller les bleus aussi, mais Ah, merci. C'est bien de finir comme ça. On passe au top 14. Toulouse Racing. Ah, Toulouse qui a une semaine de sa demi-finale contre les Harlequins, donc tombeur de Bordeaux, tu l'as dit, va arriver sans doute avec une équipe, on va dire un peu hybride. Et le Racing, pardon, qui arrive avec des intentions, c'est Nolan Le Garec qui le dit. Ouais. Alors c'est donc moins d'un mois après la défaite du Racing en terre toulousaine 31-7. Bis repetita, je commence par Max du coup. non, pas bis repetita. Grand supporter du Racing. Oui, oui. Je préfère vous le dire avant qu'il vous annonce le prono. Non, bon, justement, voilà, tu as raison, parce que je vais en faveur de la surprise. Moi, j'y crois pour mes Racing Men. Assez armés ce week-end, une belle équipe qui arrive à Toulouse.
Je vois que Paul est en train de regarder les compositions annoncées par le middle, mais je me trompe pas. On envoie quand même une artillerie sympa. Oui, il y a une belle équipe. Belle équipe. Toulouse. Il y a ta charnière déjà. Voilà, déjà, Le Garec Gibert, ça change, avec tout le respect que j'ai pour leurs remplaçants. Mais tu vois, Toulouse a quand même un objectif clair et net et ne se le cache pas. La semaine d'après, il y a une demi-finale à jouer contre Harlequins. C'est pas le match qu'ils vont viser. Je pense qu'il va y avoir un peu de rotation d'effectifs. Il y a des joueurs qui vont souffler. Moi, je vois le Racing qui est sur une 4 matchs, non mais 4 victoires, oui, une belle dynamique et qui a besoin aussi parce que la place n'est pas assurée. Il y a les deux sont réunis. Il y a les deux, tout est réuni. Voilà. Là, c'est la maison sur le Racing. Besoin, dynamique, tout est là. Victoire du Racing, 28-24. Non, moi je vais rester. Et voilà, vas-y, tu envoies sa pièce. Non, victoire de Toulouse. Pour moi, tu peux pas perdre à domicile pour préparer une demi-finale de Coupe d'Europe, de Champions Cup, pardon. Donc, s'ils perdent, c'est quand même un petit peu chaud à une semaine d'un match aussi important. Il y a quand même une belle équipe. Ils ont quand même une belle équipe. Hein. Il y a des joueurs qui vont aussi vouloir gagner leur place, pour montrer qu'ils ont aussi le niveau. Tu gagnes plus ta place, là, c'est terminé, tu gagnes plus ta place. Oui, mais dans les têtes, tu le diras à tous les joueurs. Je pense pas du tout que ça soit le discours du Gomola, ça, tu vois. Enfin, oui, tout le monde peut gagner sa place et tout. Tu crois qu'il n'y a pas déjà ces 23 couchés pour aller à Harlequins? Tu crois qu'il y a des mecs qui peuvent vraiment rentrer? Il peut y avoir des blessés, il y a plein de choses qui peuvent se passer. C'est la chose qui peut arriver. Victoire de Toulouse. Victoire de Toulouse, je vais dire 30 à 15. Ouais, ça y est. Moi, je vais être. Victoire bonifiée même. Précise. Je vais aller dans le sens de Paul. Ça y est. Parce que comme par hasard. On parle de besoin de dynamique et je trouve que le Stade Toulousain a besoin de dynamique avant d'affronter les Harlequins. Victor Hugo vraiment de A à Z. Mais je le pense sincèrement en plus. Ouais, c'est bien tourné, non mais parce que tu viens de perdre un peu de façon, on va dire frustrante à Toulon. C'est vrai que si tu arrives contre l'Harlequins avec 2 défaites consécutives, dont une à la maison quand même qui ferait tâche. Bah ouais, effectivement, c'est un peu embêtant. Donc je vois une victoire. Je vois les Toulousains qui font le boulot, les cadres qui seront sur le terrain font le boulot et les autres seront au niveau, puisqu'ils ont l'habitude de gérer avec cette espèce d'équipe hybride comme Mola le fait souvent. Donc victoire du Stade Toulousain, 26 à 19, un truc comme ça. Et je vais même préciser quelque chose. On a vu à peu près le même match. Toulouse est mené à la mi-temps. Avec le fameux discours après. En plus on y croit et tout, et on perd à la fin. Voilà, c'est ça, en mode ils y étaient pas au début, petit discours dans les vestiaires, en mode c'est pas maintenant la demi, c'est pas maintenant, Hugo Mola, voilà. Et ça fait la différence. Vous y êtes pas, et puis en deuxième mi-temps, il y a un quart d'heure où ils lâchent les chevaux et ça fait le taf. Très bien. Voilà. On passe à Bayonne-Bordeaux. Bayonne toujours invincible à Jean Daugé. On le rappelle, la série impressionnante. Ils n'ont plus perdu depuis qu'ils sont remontés en top 14. Quand ils perdent, c'est quand ils jouent à Saint-Sébastien. Mais là c'est bien à Bayonne. Donc Bayonne qui vient de frôler l'exploit contre le Stade français, qui perdent à la dernière minute alors qu'ils ont mené très largement pendant longtemps. Et Bordeaux qui sort d'une prestation assez rassurante contre Clermont. Comment ça se passe ce match? C'est peut-être le plus difficile à pronostiquer. Ouais, c'est pas facile. Je vais rester pareil, serein sur la victoire de Bayonne à domicile. C'est compliqué. Enfin, ils perdent jamais. Cette saison, encore une fois, il y a eu plein de matchs qu'ils devaient perdre à Jean Daugé. Ils l'ont jamais perdu. Je vois pas pourquoi. Là, ils vont perdre. Et en plus, je pense que Bordeaux a pas toutes les armes pour s'imposer. Donc, victoire de Bayonne, match fermé quand même. 18 à 10. Non, moi j'ai peur pour les Bayonnais. J'ai peur pour les Bayonnais parce que mine de rien, à gagner tout le temps à la maison, sauf quand tu t'exportes et tu le fais une fois, les autres le font pas. Tu gagnes jamais à l'extérieur et au final ils n'ont pas un matelas si épais que ça par rapport à la zone de relégation. 6 points. 6 points, il faut pas perdre à la maison. Et moi je pense que besoin. Mais ils ont ça bien en tête et j'ai peur qu'il ait trop en tête cette invincibilité à Jean Daugé. J'ai l'impression que ça tout le monde parle que de ça et au bout d'un moment ça va craquer. Et je vois bien Bordeaux, c'est typiquement le genre d'équipe qui va arriver, qui va jouer son jeu, qui va être un peu plus pragmatique que d'autres équipes à Jean Daugé, parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui à Jean Daugé se disent bon, de toute façon si on fait un bon résultat ça sera bien, ils perdent jamais. Eux ils y vont, les Bordelais, parce qu'on parle de besoins pour Bayonne. Bordeaux, gros besoin aussi, il n'y a plus de Champions Cup, alors que voilà, en top 14 là il faut aligner les victoires, il faut montrer. Donc moi je vois Bordeaux et je vois Bordeaux 27-22.
Moi, je vois également, malheureusement pour les Bayonnais, cette série à domicile, en tout cas à Jean Daugé, se terminer. Je vois des Bordelais qui ont repris un peu de confiance contre Clermont et donc qui vont faire le boulot à Bayonne. Et j'ai l'impression qu'ils ont aussi un peu l'expérience nécessaire pour tenir si ça devient chaud. Donc je vois une victoire de Bordeaux, un match pas hyper spectaculaire, un 21-19 on va dire, un truc assez serré. Messieurs, je vous mets un peu la pression très rapidement. On a quand même un timing à tenir. Montpellier-Perpignan, Montpellier 13e qui reçoit Perpignan, derby. Comment ça se passe? En 2 mots, je vous le demande comme ça. Vas-y Max, c'était... Ambiance Perpignan, terrain Montpellier. Donc victoire de Montpellier. Ok, sur Paul. le terrain. Ambiance Perpignan, victoire Montpellier. Pareil. Également. Oui. Pareil. Trop de besoins là. Moi, je vois ambiance Perpignan, victoire Perpignan. Allez, hop, Bon, comme ça, c'est réglé. On sera avec eux d'ailleurs. Hein, Il me tarde de le voir là, celui-là, avec tout ce qu'il y a eu, sur les places des supporters, etc. Il me tarde de voir un peu l'ambiance. Ça va être un très beau match. Ouais. On vous racontera tout ça sur Rugbyrama. Mais si on passe aux 80 secondes d'actu, c'est le défi de la fin de l'émission. Allez. 80 secondes d'actu. Allez, je lance le chrono et ensuite j'essaie de tout vous raconter. Nous y sommes, l'équipe de France jouera samedi sa finale du tournoi Destination contre l'Angleterre au stade Chaban-Delmas à guichet fermé. Gros défi pour les Bleus. La dernière fois qu'elles ont battu les Red Roses, c'était en 2018. On reste dans le rugby féminin avec une autre finale, cette fois-ci la finale de la Coupe de France. Épilogue rêvé entre les lauréates de 2022 Bordeaux et les championnes de France en titre Toulouse. On repasse maintenant au top 14. Parmi les matchs ce week-end, il y en a un qui sera particulièrement attendu. C'est ce Montpellier-Perpignan dont on vient de parler. Course au maintien pour les uns, course au top 6 pour les autres. Les supporters de l'USAP ont bien compris que ce match était primordial. Ils seront environ 3500 à se déplacer à Montpellier. Ambiance assurée. En top 14 toujours, il y a une figure du championnat qui va célébrer son 200e match avec le maillot de La Rochelle. C'est Levani Botia, déjà 10 ans qu'il martyrise les défenses de top 14. On parlait des féminines, maintenant on passe aux amateurs. Ce week-end, place aux championnats régionaux, les finales qui se jouent avec en jeu évidemment un bouclier, mais aussi la dotation du challenge amateur Total Energy. Voilà. Wow. J'ai repris mon souffle. Merci beaucoup, messieurs. C'était une chouette émission en votre compagnie. J'espère que vous êtes régalés aussi. Carrément. J'espère que vous aussi, qui nous avez regardé, qui nous avez écouté, vous êtes régalés. On se retrouve donc toutes les semaines pour Kick-Off Rugby, pour rentrer dans le week-end, pour faire corps ensemble et rentrer dans le week-end. Corps ensemble, c'est important. Il a failli l'oublier. Attention à ne pas la manquer celle-là. Émission à retrouver évidemment sur les plateformes de podcast, sur viaoccitanie.tv, rugbyrama.fr, YouTube. Vous commencez à avoir l'habitude. Bonne journée à tous. Ciao. Allez, c'est maintenant. Faut qu'elle prenne la mêlée là. Elles vont prendre la pénalité. On va plutôt prendre la mêlée. Toutes les énergies du sport nous rassemblent. C'était votre programme avec Total Énergie.